Et il y a des mots que le Premier ministre a employés pendant cette communication qu'il ne faudrait pas négliger. Il a parlé de la perception, parce que j'ai le souvenir qu'un journaliste lui a dit que vous parlez de croissance, mais la population ne la ressent pas. Les bienfaits dont vous parlez, les populations ne les voient pas. La réponse du Premier ministre a été qu'il s'agissait là d'une question de perception. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas C'est une reçu façon, son pardon, une salaire, façon de dire que c'est imaginaire ce qui était en train d'être dit. C'est ça? mais je vous disais que vous avez l'impression à les entendre qu'ils n'entendent pas. À les entendre, vous avez l'impression qu'ils n'entendent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Parce que le Premier ministre vous dit que lorsque quelqu'un n'a pas reçu son salaire pendant 90 mois, ce n'est pas une réalité, c'est une question de perception. Lorsque quelqu'un n'a pas reçu sa pension de retraite pendant plus de 40 mois, le Premier ministre vous dit que ce n'est pas une réalité, c'est une perception. Donc les Congolais vivent et les Congolais voient l'esprit. Ils vivent dans des illusions. En fait, au bout du compte, vous vous posez la question de savoir est-ce que le gouvernement n'a pas touché l'esprit? Je ne voudrais pas dire voir, est-ce qu'il n'a pas touché l'esprit? Monsieur Perrin, souvenez-vous de ce que dit le Premier ministre en parlant des sports. Une question lui est posée sur les sports. Et il y a une phrase qu'il lâche. Et là-dessus, je voudrais vous rappeler ce que Freud nous dit du lapsus. Il dit que le lapsus est révélateur. Il révèle ce que vous avez dans le subconscient, mais vous avez construit un discours pour tromper le public, mais à un moment donné, le subconscient prend le dessus et dit la vérité. Et c'est ça le lapsus. Donc, le Premier ministre commet un lapsus. Il dit, dans ce pays où rien ne va, ou si je me souviens bien, il dit, dans ce pays où rien ne marche. Vous retrouverez la phrase quand il parlait du sport. Il dit, dans ce pays où rien ne marche. Donc, il est conscient qu'il n'y a rien qui marche dans ce pays. En décembre 2020, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République avait annoncé que l'État congolais avait perdu 80% de ses capacités d'investissement, 80% du budget d'investissement. Donc, il ne restait plus que 20%, parce qu'en 2014, le budget de l'État avoisinait les 4 000 milliards de francs CFA. En 2020, nous étions aux alentours de 2500. Donc, on avait perdu plus de 1500 milliards de francs CFA. Et le président, parlant spécifiquement du budget d'investissement, donc tout ce qu'on réalise, c'est avec le budget d'investissement. Mais le président nous disait, nous avons perdu cette capacité, elle est réduite de 80%, il ne nous reste plus que 20% de capacité. Et le ministre actuel de l'économie et des finances, en 2025, nous a annoncé toutes les difficultés que rencontre le gouvernement et il a dit que nous ne sommes presque plus capables d'investir dans l'avenir de nos enfants. Donc, nous n'avons pas la capacité d'investissement. Alors, si vous restez dans la logique des finances publiques, vous vous demandez avec quels moyens on a réalisé ce que dit le Premier ministre. Ceci, le président dit qu'il n'y a plus de capacité de financement. Celui qui s'en occupe matériellement, le ministre de l'économie et des finances, confirme. Le Premier ministre, qui lui ne s'en occupe pas directement, dit qu'ils ont réalisé des prouesses. Bon, on croira qu'il a une baguette magique. Vous parlez du chemin de fer Congo-Océan. Autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Et là, Anatole Collinet-Makosso est passé pieds joints. Les cheminots accusent aujourd'hui plus de 40 mois d'arriérés de salaire. Est-ce qu'on peut parler de simple oubli ou, comme qui dirait, voilà, une omission volontaire?
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de vous retrouver sur R7 et merci aussi de votre fidélité. Je vous invite à soutenir cette interview en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez, s'il vous plaît, cette émission pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis en commentaire, bien sûr, sur les sujets que nous allons aborder dans ce numéro Droit de savoir avec Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec. Vous êtes aussi administrateur agréé au sein de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, diplômé des Sciences Po en France ainsi que de l'ENA du Canada et de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Ces références sont importantes à rappeler car nous allons décrypter les volets économiques, financiers, sociaux, sécuritaires, mais aussi sanitaires et diplomatiques du bilan présenté par Anatole Collinet-Makosso. Bonjour, maître Charles-Anissé Poitiers-Amar. Bonjour, Monsieur Perrin. J'espère que vous allez bien et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Je vais très bien. J'espère que vous aussi. Merci, je vais très bien. Alors, vous avez certainement suivi la présentation par le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso du livre Bilan du quinquennat 2021-2026 de Denis Sassou Nguesso, un ouvrage imprimé en Italie. Ce petit détail est important parce qu'on y reviendra. Alors que l'économie et les finances du Congo connaissent une crise sans précédent. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Difficultés pour rembourser la dette intérieure, difficultés pour payer les salaires, retard dans les paiements des pensions, des retraités et des bourses d'étudiants, des grèves dans tous les secteurs ou presque de la fonction publique. Ce sont là les faits. Rien que les faits est vérifiable sur le terrain au Congo-Brazzaville. Et donc, un livre bilan, disais-je, imprimé en Italie quand on sait qu'il existe pourtant des imprimeries au Congo-Brazzaville. Après, on nous le dira, l'auteur est libre d'imprimer son livre où il veut, mais ici, on parle d'un bilan d'un président sortant et donc qui a forcément utilisé l'argent du contribuable congolais, les moyens de l'État. D'abord, le format choisi, maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, pour rendre compte aux Congolais par après une simple communication, j'allais dire unilatérale, devant un public presque acquis à ce pouvoir. L'actualité de cette fin d'année est également marquée par la parution de 7 ouvrages distribués à chacune et à chacun d'entre nous ici et intitulés, je cite, « En toute transparence, 2021-2026, le bilan du quinquennat », fin de citation. La particularité première de cet ouvrage est qu'il rassemble la somme et fait le bilan des actions menées durant le quinquennat présidentiel qui arrive à son terme dans quelques mois. Son débat contradictoire. Alors, votre premier commentaire sur la communication de Collinet-Makosso. Et puisque vous parlez du format, en matière de communication, il est très important de savoir qui parle et d'où parle-t-il. Donc, sur le format, j'ai été interpellé par les personnes qui ont pris la parole. On avait d'une part le porte-parole du gouvernement et d'autre part le Premier ministre. Or, ces deux personnages ont en particulier quelque chose qui rappelle les Daltons dans le Far West américain. Les Daltons, c'est des braqueurs de banques. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans une ville, quand on apprenait dans la ville d'à côté que les Daltons étaient dans une ville, tout le monde se cachait dans la ville suivante parce que quand ils arrivaient, ils ne faisaient pas cadeau. Alors, pourquoi je dis ça des deux personnes que je viens de citer? Parce qu'en matière de communication, ces deux-là ont un long passé sur les méfaits en matière d'information du public, sinon de désinformation. D'abord, le porte-parole du gouvernement, avant qu'il ne soit au gouvernement, souvenez-vous de l'affaire des fonds vautours. C'est lui qui avait expliqué aux Congolais, parce que pour remettre les choses en contexte, à l'époque, il y avait l'affaire Kensington, donc le procès
à Londres sur des avoirs saisis par des créanciers de l'État, mais qui avaient saisi ces avoirs dans des comptes privés et notamment dans des endroits dits de zones qualifiées de zones grises en droit, donc plus ou moins de non-droit. Et lorsqu'on saisit ces avoirs, le public congolais découvre que l'État congolais avait de l'argent dans des comptes des individus et notamment dans des paradis fiscaux. Et à ce moment, c'est le porte-parole actuel du gouvernement qui était venu expliquer aux Congolais qu'il était normal pour un État de cacher son argent dans des paradis fiscaux et dans des comptes des individus. Mais il n'a jamais donné un seul exemple d'un pays au monde qui pratiquait ce qu'il expliquait, ni cité un manuel de finances publiques où on expliquait qu'on pouvait, comme ça, aller mettre l'argent public dans les comptes des individus ou encore le placer dans des paradis fiscaux. Et vous avez, pour ce qui concerne le Premier ministre, lui aussi a ses faits d'armes en la matière. Dans l'affaire des disparus du beach, rappelez-vous, c'est lui qui s'est fendu d'un ouvrage pour expliquer aux Congolais que l'affaire des disparus du beach était un montage. C'était un faux. Les personnes figurant sur cette liste se cachaient, qu'aucune de ces personnes n'était morte et que ces personnes se cachaient. Or, quand vous regardez la gravité des faits, c'est un gouvernement qui lance un appel à ses ressortissants qu'ils peuvent revenir dans le pays en toute sécurité. Ils étaient en sécurité à l'étranger et ils sont venus tomber dans un traquenard qui leur était tendu dans leur pays parce qu'ils répondaient à l'appel de leur gouvernement. Donc, on ne pouvait pas, dans ces circonstances-là, faire confiance au gouvernement congolais parce que ces Congolais en sécurité à l'étranger sont venus trouver la mort dans leur pays en répondant à l'appel de leur gouvernement. Et là, vous avez un individu qui explique à tout le monde, ouvrage à l'appui, que ces gens n'ont jamais disparu. Et il y a eu un procès à Brazzaville dans lequel la justice congolaise a reconnu les faits. Donc, les faits sont authentiques. Et les familles des victimes ont été partiellement indemnisées. Et donc, nous avons là deux personnes capables de soutenir l'inexplicable, de vous expliquer des choses qui ne sont absolument pas compréhensibles, et ils vous expliquent que c'est normal. Et les deux ensemble ont expliqué aux Congolais la nécessité de changer de constitution. Ils ont fait comprendre aux Congolais que cette constitution serait une panacée. Par elle, le Congo allait se développer, par elle, nos institutions se porteraient mieux. Et quand vous regardez où est-ce que nous sommes aujourd'hui, de par la parole de ces deux-là, vous vous rendez compte que lorsqu'ils sont ensemble, on ne s'attend pas à un cocktail, on va dire, de désillusion, mais on s'attend à un feu d'artifice de déraison. Et quand vous entendez ce qu'ils ont dit l'un et l'autre dans cette rencontre avec le public congolais, effectivement, vous n'êtes pas dessus parce que chaque fois qu'ils annonçaient quelque chose, vous vous posez la question s'ils s'entendaient eux-mêmes, s'ils entendaient ce qu'ils disaient. Donc, pour la forme, c'est ça ce que je ferai observer. Et si vous voulez que je dise... Pardon, maître, vous êtes en train de nous dire que finalement, Anatole Koldé comme Thierry Mongala, puisqu'on n'avait pas cité leur nom, mais je vais donc aider nos téléspectateurs, c'est des gens qui ont finalement créé du mensonge, mais auquel ils croient, c'est ça. Et qu'ils pensent que les Congolais aussi croient, ou peuvent croire, c'est ça. Toutes les fois que ces deux-là apparaissent pour parler de quelque chose, je vous ai donné l'exemple des Dalton, toute personne douée de raison se méfie. En fait, il faudrait entendre à l'envers ce qu'ils disent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'investir dans la psychologie inversée, comme on dit, pour comprendre de quoi ils parlent. Par exemple, pour l'ensemble du régime, lorsqu'on parle de paix, vous devrez entendre guerre. Et donc, ils entraînent les Congolais dans cette psychologie inversée où il faut entendre les choses à l'envers. Lorsqu'ils vous parlent de réalisation,
Allez regarder et vous verrez qu'il n'y a pas de réalisation telle qu'ils en ont parlé. Par exemple, j'entends le Premier ministre se contredire lui-même quand il parle de la croissance. Il parle du ministre des Finances. Il dit, le ministre des Finances est un homme très rigoureux et tout le reste, il lui distribue toutes les qualités qu'il voudrait lui distribuer, ce que les faits n'ont nécessairement pas établi. Et il dit qu'il nous parle le ministre des Finances parle d'une croissance à 2,7. Mais eux, le gouvernement parle d'une croissance à 3,5. C'est croire que le ministre des Finances n'est pas membre du gouvernement, donc il y a deux gouvernements. Il y en a un qui parle d'une croissance à 2,7 et un autre qui parle d'une croissance à 3,5. Quels que soient les organismes de l'État qui traitent de la question de la comptabilité publique, et quels que soient les critères qui sont utilisés en matière de comptabilité publique, on peut comprendre la divergence ou une légère différence dans les chiffres entre la comptabilité publique et la comptabilité nationale, parce que pour les experts, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, les critères retenus pour le calcul font qu'il y a parfois une différence de 0,5 entre les deux résultats. Mais dès lors qu'on parle de comptabilité publique, quel que soit l'organisme qui a établi les chiffres, on doit arriver au même chiffre. Donc l'État, en l'occurrence, l'ensemble des organes de l'État forment l'État. À la fin, on n'a qu'un seul chiffre. Ici, nous avons un État qui a deux chiffres. C'est le même État. Mais il vous dit, le ministre nous a dit 2,7. Donc eux, ils n'ont pas confiance en leur ministre, mais ils le gardent. Mais eux, le gouvernement, disent 3,5. Mais d'où est-ce que le gouvernement tire ces chiffres? C'est pour ça que je vous disais qu'à les entendre, vous avez l'impression qu'ils ne s'entendent pas parler eux-mêmes. Alors tout à l'heure, on va y revenir lorsqu'on va parler du volet économique, mais lorsque je vous ai suivi, et je me pose donc la question de savoir, est-ce que Anatole Koliné-Makosso ou Thierry Mongala n'ont pas la maîtrise finalement des réalités congolaises, ou simplement ils sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la logique du déni de réalité, parce que longtemps, ils ont brillé, ils se sont illustrés dans le mensonge sur ce que les Congolais savaient, pourtant vrai. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais abordons d'abord le volet diplomatique. Et sur le volet diplomatique, je voulais m'intéresser ici à, je crois, une interview accordée par Anatole Koliné-Makosso, et ça, c'est pas dans le cadre, bien sûr, de sa dernière communication. C'était à RFI où il affirmait avoir un dialogue avec les autorités américaines pour trouver une solution à cette crise qui mine les relations entre le Congo et les États-Unis. À aucun moment, on nous avait fait état d'une menace de ce genre. Donc, lorsqu'une information comme ça arrive, il était normal que les uns et les autres aient émis des doutes. Et c'est peut-être ce que nous avons fait à ce moment-là. Nous avons des relations parfaites. Quand on a constaté que c'était réellement le Congo, les autorités diplomatiques ont pris langue avec les États-Unis et les discussions se poursuivent. Ce qu'ils avaient identifié comme grief est en train d'être géré. Je pense que veuillez m'excuser de le dire ainsi, rien ne peut nous surprendre dans les mesures que peut prendre l'administration américaine en ce moment. Nous le vivons partout. Chaque fois, on se réveille, il y a eu telle mesure, il y a eu telle mesure. C'est une diplomatie qui devient très active, très, je dirais pas instable. Bon, elle est fluctuante. On peut prendre une décision aujourd'hui, demain on a changé, et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans ce courant avec l'administration de nos partenaires américains. Mais je ne pense pas que ce soit réellement un problème et vous pouvez être sûr qu'effectivement des solutions seront trouvées et que nos relations redeviendront justement normales. Voilà. Et vous savez que Washington venait de prendre un autre acte, c'était le 16 décembre dernier, et je ne sais pas pourquoi on n'a pas communiqué à Brazzaville. J'ai appelé les gens, mais personne ne sait ce qui s'est passé donc dernièrement. Et je rappelle donc à nos téléspectateurs que Donald Trump venait de renforcer donc ses sanctions
contre le Congo. Je parle du Congo parce qu'évidemment, on parle de 15 pays, mais nous nous intéressons au Congo-Brazzaville parce que la RDC ne figure pas sur la liste. Donc, on comprend bien que c'est le Congo-Brazzaville. Et donc, Washington a gelé toutes les demandes d'asile des ressortissants du Congo-Brazzaville. Je vais vous proposer un extrait d'une interview que Donald Trump a accordée à Politico. Je mettrai donc le lien aussi en bas de cette vidéo pour ceux qui voudront suivre l'intégralité de cette interview. À la 10e minute, Donald Trump pointe du doigt le Congo-Brazzaville. On va l'écouter et on revient sur le plateau. Ils viennent du Congo. Un grand nombre de gens viennent du Congo. Pire encore, ils viennent des prisons du Congo et de nombreux autres pays. Alors, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, vous avez suivi Donald Trump, il déclare « Des personnes viennent du Congo ». Au début, moi, j'avais des doutes. Après, je me suis dit, mais de quel Congo on parlait, en fait? Quand je suis allé vérifier, sur la liste, évidemment, les sanctions, la RDC n'y figure pas. Donc, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, il dit que ces gens viennent du Congo, mais il ne s'arrête pas là. Après, il précise, c'est généralement, dans la plupart des cas, c'est ce qu'il dit, ce sont des prisonniers qui s'échappent des prisons congolaises. Et donc, en conséquence, on peut comprendre, ben ça c'est moi qui pense comme ça, après on peut me dire si je me trompe. En sorte, Donald Trump est en train d'accuser le Congo de faciliter l'évasion des criminels qui par la suite obtiennent des passeports congolais pour se retrouver aux États-Unis, menaçant bien entendu la sécurité des Américains. C'est ce que moi j'ai compris. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais lorsque j'essaie un peu de réfléchir par rapport à ces propos, c'est ce que moi je note. Parce que cette décision ou ces sanctions ont été prises, pour rappel, suite à un acte terroriste qui s'est produit aux États-Unis. Et c'est là que Donald Trump a pris ces mesures pour protéger les Américains. Et curieusement, dans l'extrait que vous venez de suivre, Donald Trump pointe du doigt le Congo-Brazzaville. Je voulais d'abord avoir votre analyse là-dessus. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas été surpris par cette prise de position de Donald Trump. Souvenez-vous, lorsqu'il avait pris la première mesure inscrivant le Congo dans la liste des pays dont les ressortissants ne pouvaient plus se rendre aux États-Unis. C'était en juin, juste rappel, en juin dernier, juin 2025. En juin 2025. Et je vous avais à cette occasion parlé du Failed State Index, qui est publié en Californie par une ONG très sérieuse et qui établissait que le Congo réunit plus de 90% des critères d'un État failli. Plus de 90% des critères d'un État failli. Et lorsqu'on vous parle d'un État qui se trouve dans cette situation, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une entité revendiquant l'organisation politique du pays. En fait, qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est président de la République, qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est le Premier ministre, il y a un autre qui dit qu'il est président de l'Assemblée, ainsi de suite. Donc, vous avez une façade institutionnelle que personne ne conteste ou qui arrive à tenir les choses dans le pays. Alors là, on parle de cette situation de failed state. Donc, vous n'êtes plus un État tel qu'on le connaît ou tel qu'on le pense, autant en droit national qu'en droit international. Vous devenez une apparence d'État. Il ne vous reste plus que la façade institutionnelle. Donc, le Congo est arrivé dans cette situation. Et d'ailleurs, rappelez-vous que dernièrement, lorsque le gouvernement a annoncé son retour sur les marchés, il a dit, il n'a pas indiqué ce que les agences de notation avaient publié, que le Congo revenait avec la note CCC. Et en dehors de la note CCC, c'est le D qui suit, ça veut dire la faillite. Donc, cette information des agences de notation, avec le Failed State Index, les deux convergent pour dire que nous avons là un État failli. Et lorsque Donald Trump utilise le critère
de personnes sorties de prison. Il ne s'agit pas de l'État congolais qui serait en train de sortir des gens de prison. Non, c'est un État failli qui n'est plus capable de contrôler ses prisons. Pour preuve, on est en train d'assassiner des gens parce qu'il n'y a plus assez de place dans les maisons d'arrêt. Et donc, à partir du moment où un État n'est plus capable de contrôler sa propre population, que ses passeports traînent partout dans le monde, dans toutes les mains possibles, que ces passeports peuvent être utilisés par des terroristes. À partir de ce moment, cet État devient un danger pour les autres, puisque chaque État doit avoir la maîtrise des informations de ses citoyens, de telle sorte que si un citoyen se comportait d'une certaine façon quelque part, on peut consulter son État d'origine pour avoir des informations sur ce citoyen-là. Mais dès lors que l'État lui-même n'existe plus, qu'il devient un État failli, ce qui est l'État du Congo, ce qui est le cas du Congo, à partir de ce moment, vous faites peur aux autres. Donc, le Congo fait peur aux États-Unis. L'enchaînement des mesures prises par l'administration Trump depuis le mois de juin, et en juin, je vous disais que ce serait une situation progressive. Ces mesures iront crescendo. Et lorsque l'Amérique va intensifier sa prise de position à l'encontre des Congolais, le reste du monde va suivre. Donc, nous ne serons pas surpris de voir certains autres pays aller dans la même direction. Souvenez-vous que, par exemple, l'ambassade du Brésil a fermé son service consulaire à Brazzaville. À la suite des mesures prises par Donald Trump en juin, dans la foulée, le Brésil a fermé ses services consulaires à Brazzaville. Et vous aurez comme ça une suite de mesures qui seront prises par des puissances étrangères. Oui, mais quelles conséquences directes, j'allais dire, sur les Congolais, la population congolaise, parce que là, c'est vrai qu'on parle d'un État, mais les Congolais qui sont un peu, surtout ceux qui sont à l'extérieur, et qui voudraient aller continuer les études aux États-Unis ou qui sont déjà ici sur place, mais quelles conséquences? La conséquence, c'est par exemple la mesure prise par Donald Trump. C'est vrai qu'elle est discutable en droit parce qu'il s'agit du droit international. Quand il dit que les Congolais, puisqu'il y a une dizaine de jours à peu près, il a annoncé que les Congolais ne pourraient plus demander l'asile à l'Amérique, donc ne pourraient plus devenir réfugiés en Amérique. C'est vrai que ça relève de la Convention de 51 sur la protection des personnes en danger de façon générale. Donc, il y aura une question de droit là-dessus, mais déjà, en pratique, les Congolais perdent un droit que tous les autres citoyens de la planète ont. Et notre zone de confort, on va dire, se réduit. Quand vous vous trouvez aux États-Unis, vous ne pouvez pas demander l'asile. Un autre jour, si cette mesure passait aux États-Unis, elle pourra passer dans un autre pays et progressivement. Et si vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis et que cela continue, d'autres pays vont vous fermer leurs frontières. On allait librement au Cameroun, non, au Maroc, il n'y a pas longtemps. Désormais, il y a une procédure de contrôle. C'est presque un visa électronique qu'il faudrait demander. Donc, l'espace mondial est en train de se fermer sur le Congo. La vraie question, c'est celle de savoir que peuvent faire les Congolais. Parce que les Congolais, en tant que citoyens, n'ont commis aucune faute. Ce qui nous arrive est le fait du gouvernement que nous avons. Et c'est pour cette raison que je répète souvent que lorsque les Congolais se décideront à faire partir M. Sassou Nguesso, il n'y aura personne pour le plaindre au niveau mondial parce qu'il n'y a aucune raison pour le plaindre. Et les Congolais sont en train de subir à cause de lui et le gouvernement qui l'accompagne. Et donc, doit arriver le moment où nous prenons la décision de le faire partir. Et pourtant, sur le même volet diplomatie, Anatole Coliné Makosso a fait comprendre à son auditoire que c'était un succès. Et je rappelle ici un fait que tout le monde connaît, c'est l'élection du nouveau DG de l'UNESCO, où tous nous avons constaté que le monde entier avait abandonné le Congo. Et là, nous venons d'aborder un autre aspect du volet diplomatique.
Alors, comment comprendre finalement la gouvernance Makosso, une gouvernance par la rhétorique, c'est ça? Voilà, il faut savoir parler, savoir plaire, flatter, c'est ce qui compte, et non les faits ou la réalité sur le terrain. Cela ne trompe que ceux qui veulent y croire, ceux qui tiennent ces propos, en fait, parce qu'ils confondent les époques. Ils pensent que nous sommes encore à l'époque du monopartisme, où il y avait une seule radio, une seule télévision, et tout le monde répétait ce qui se disait au sein du parti, et donc il n'y avait pas de contradiction. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de la contraction du temps et de l'espace. Tout se sait tout de suite et les Congolais se sont formés à tous les niveaux. Ils sont aujourd'hui capables de comprendre les enjeux et le jeu et ils sont capables de détecter les mensonges lorsqu'ils sont diffusés. Sur la diplomatie a évolué. Il y a plusieurs formes de diplomatie aujourd'hui. Il y a un mouvement mondial qui se fait vers la diplomatie économique. Donc, les relations internationales économiques ont pris un poids, un ascendant sur les relations internationales politiques. À partir du moment où l'économie devient le principal enjeu, il s'opère un shift entre les affaires étrangères ordinaires et la coopération qui devient le cœur de la diplomatie parce que la coopération, c'est le concret, c'est l'aspect qui intègre l'aspect économique de la diplomatie. Que nous avait dit le ministre de la coopération il y a quelques mois en arrière? Il avait dit qu'après qu'il ait fait le tour de la planète pendant 5 ans, donc là c'est le bilan en question, parce que quand le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement font le bilan, ils oublient que certains ministres ont dressé le bilan avant eux, chacun à sa façon. Le ministre de la coopération a fait le bilan de son département, donc la diplomatie dont nous parlons. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il n'a pas pu ramener un seul investisseur au Congo. Et sa conclusion était limpide. De ses propres mots, il avait dit il n'y aura jamais d'investisseurs au Congo tant que nous n'améliorerons pas le climat des affaires. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que nous n'avons pas un climat des affaires propice aux investissements internationaux. Et d'ailleurs, dans le bilan présenté par le Premier ministre, à aucun moment, il n'a parlé des investissements directs étrangers. Dans le dernier discours de Donald Trump, il y a moins d'une semaine, Donald Trump parle des investissements directs étrangers. Ça veut dire que la politique qu'il a mise en œuvre depuis qu'il est arrivé dans les 11 derniers mois, notamment la politique de taxation, a permis le retour aux États-Unis des investissements à hauteur de 18 000 milliards de dollars. 18 000 milliards de dollars. Donc Donald Trump vous fait un discours et il vous dit les investissements directs étrangers aux États-Unis se chiffrent à tel montant. Nous avons entendu le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. À aucun moment, il n'a parlé de l'investissement direct étranger. Nous avons entendu le Premier ministre présentant le bilan. À aucun moment, il n'a parlé du chiffre des investissements directs étrangers. Et le ministre de la Coopération, qui lui est au cœur de cette manœuvre, nous a dit il n'y aura aucun investissement tant que nous n'aurons pas amélioré le climat des affaires. Tout est dit. Tout est dit, ça évidemment. Se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Cette divergence, nous la notons aussi, disons, sur le volet économique. Il n'y a pas assez longtemps, le ministre des Finances qui déclarait que pour payer les salaires, c'était une gymnastique et même l'avenir des enfants congolais était compromis, que je vous propose de suivre en extrait. On revient sur le plateau. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête.
faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Alors, pourtant, présentant son bilan, je ne sais pas, après je commence à me poser la question, est-ce qu'il a présenté son bilan à lui en tant que Premier ministre ou le bilan du président de la République? Il dit en économie également, ça a été un succès parce que lorsqu'il est arrivé, le Congo aussi à la pandémie Covid-19. En conclusion, il a déclaré que le Congo, son gouvernement, a réussi à réduire la dette. Mais nous savons qu'à son arrivée, c'est-à-dire en 2021, la dette du Congo était autour de 98% du PIB. Et aujourd'hui, on parle d'une dette qui avoisine, qui arrive presque à 100%, c'est-à-dire à 99% du PIB. C'est en termes de chiffres ou de statistiques, on parle de 8 000 milliards. 8 000 milliards, 500 millions de francs CFA de dette publique, donc 99% du PIB. Je l'ai suivi aussi, il accordait, je crois, oui, il accordait une interview, c'était sur TV5, c'est bien cela, où il disait que la dette du Congo était à 91% et qu'il s'était engagé pour la ramener aux critères de convergence, donc à 71% requis par la CEMAC. Quand vous êtes arrivé en poste, c'est-à-dire en mai 2021, vous avez trouvé un pays endetté à hauteur de 98% de son PIB, c'est-à-dire la richesse produite par le pays. Et un de vos chantiers principaux, c'était de redresser la situation financière. Vous en êtes où aujourd'hui? Déjà rétablir la confiance avec les partenaires techniques et financiers, notamment les bailleurs, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et ça, vous constatez que c'est quelque chose d'acquis. Oui, vous parlez de 98, mais il arrive que sur vos antennes, les gens montaient la dette à 107, 108%. Toujours est-il qu'effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est autour de 91%, si je ne m'avance pas trop, mais 91%. Une baisse de 7 points. Oui, déjà. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à atteindre les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire ramener la dette à 70%. On espère pouvoir y arriver. Ma question, lorsque Anatole Koliné-Makosso parle d'une dette qui a été réduite, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui fais mal les calculs, mais je me rends compte que en 2021, nous sommes à 98% du PIB. 2023, il va déclarer sur TV5 que la dette du Congo était à 91% et qu'ils sont engagés donc à la ramener aux critères de convergence à 71%. Et curieusement, fin 2024 et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est d'ailleurs alourdie, nous sommes à 99%. Que comprendre par cette divergence de point de vue, d'information, la non-maîtrise des informations, des statistiques? D'abord, je ne voudrais pas être tatillon sur les chiffres, mais déjà, je vous ferai comprendre que les chiffres, on les fait parler et on peut leur faire dire tout ce qu'on voudrait. Parce que si vous voulez réduire la dette de façon artificielle, si la dette reste au même niveau, parce qu'elle est rapportée au produit intérieur brut, et si elle reste au même niveau, mais que le produit intérieur brut augmente, la dette se réduit en pourcentage. Donc, nominalement, vous devez le même montant, mais en pourcentage, il se réduit mécaniquement parce que le produit de rapport, qui est le produit intérieur brut, a augmenté. Et ça, c'est juste un exemple pour illustrer les manipulations qui peuvent intervenir au niveau des chiffres. Mais rappelez-vous que le gouvernement congolais avait été épinglé par le FMI pour avoir truqué les chiffres de la dette. Donc, sa dette réelle s'élevait à plus de 120% du produit intérieur brut par rapport à ce qui était présenté, qui ramenait la dette à environ 100% du produit intérieur brut, ce qui était déjà quelque chose de très grave parce qu'on est loin des critères de convergence de la CEMAC que vous évoquiez à l'instant.
pour avoir fait la même chose au Sénégal, donc avoir maquillé les comptes publics. De nombreux ministres sénégalais aujourd'hui sont en prison et il y a des poursuites envisagées contre plusieurs personnes qui ont collaboré avec le président Macky Sall dans la gestion des finances publiques. Pour les mêmes faits au Congo, on n'entend rien. Donc, il a été avéré au Congo. Au Sénégal, ce sont des soupçons. La Cour des comptes a produit un rapport pour dire que les chiffres ne sont pas réels, qu'il y avait eu un maquillage des comptes. Au Congo, c'est le FMI qui l'a dit. Et le Congo l'a reconnu. Le Congo n'a pas nié avoir maquillé les comptes puisqu'il a été pris la main dans le sac. Il a reconnu le fait. Donc, les réformes dont parlait le Premier ministre quand il disait qu'il y avait un travail qui était fait en collaboration avec le FMI, il s'agissait justement de pouvoir dire la vérité des chiffres. Donc, ces faits ont eu lieu au Congo, n'ont pas donné lieu à des poursuites ou à des sanctions telles qu'on les observe au Sénégal. Revenons à la situation de l'économie en elle-même. Lorsque le Premier ministre annonce tout ce qu'il a annoncé comme réalisation, il a oublié qu'en décembre 2020, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République avait annoncé que l'État congolais avait perdu 80% de ses capacités d'investissement, 80% du budget d'investissement. Donc, il ne restait plus que 20%, parce qu'en 2014, le budget de l'État avoisinait les 4 000 milliards de francs CFA. En 2020, nous étions aux alentours de 2 500. Donc, on avait perdu plus de 1 500 milliards de francs CFA. Et le président, parlant spécifiquement du budget d'investissement, donc tout ce qu'on réalise, c'est avec le budget d'investissement. Mais le président nous disait, nous avons perdu cette capacité, elle est réduite de 80%, il ne nous reste plus que 20% de capacité. Et le ministre actuel de l'économie et des finances, en 2025, nous a annoncé toutes les difficultés que rencontre le gouvernement et il a dit que nous ne sommes presque plus capables d'investir dans l'avenir de nos enfants. Donc, nous n'avons pas la capacité d'investissement. Alors, si vous restez dans la logique des finances publiques, vous vous demandez avec quels moyens on a réalisé ce que dit le Premier ministre. Parce que si le président dit qu'il n'y a plus de capacité de financement, celui qui s'en occupe matériellement, le ministre de l'économie et des finances, confirme. Le Premier ministre, qui lui ne s'en occupe pas directement, dit qu'ils ont réalisé des prouesses. Bon, on croira qu'il a une baguette magique. Mais dans le même sens, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez amorcé, il parle des grandes réformes économiques, citant bien sûr la création d'un compte de l'État au Trésor public, la création d'un guichet unique et la collaboration de son gouvernement avec le FMI. Ce sont là vraiment des réformes économiques. Le Trésor public, c'est la banque de l'État. Donc, dire qu'on a créé un compte de l'État au Trésor public, ce serait une redondance parce qu'il est créé le Trésor public pour accueillir les fonds publics. Et concernant cet aspect-là, le Premier ministre s'exprime sur des aspects qui sont techniques parce que les finances et l'économie et le budget, ce sont des aspects qui sont techniques. Et il annonce des choses dans ces matières-là. On a l'impression, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'époque du mono. Les Congolais ne sont pas suffisamment formés et informés. Et donc, on peut leur dire tout et n'importe quoi. Ils ne se rendent pas compte des incohérences de ce qu'on leur annonce. Les réformes dont parle le Premier ministre, le FMI avait soumis le Congo à une conditionnalité. Il y avait, si je ne me trompe pas, 47 mesures qui devaient être adoptées. Donc, au bout de 5 ans, si ce gouvernement n'est pas capable de dire qu'ils ont adopté, ils ont réalisé les 47 mesures convenues avec le FMI, c'est un aveu d'échec. Et s'ils avaient réalisé les 47 mesures convenues avec le FMI, en tout cas recommandées
par le FMI pour aller vers une gestion saine des finances publiques, le Congo aurait reçu un soutien du FMI. Or, ce qui s'est passé avec l'Angola, c'est important de le rappeler, lorsque João Lourenço arrive, avant que João Lourenço n'arrive au pouvoir, l'Angola demande un soutien au FMI, qui lui demande de faire des réformes, pas 47, deux, trois petites mesures qui sont rapidement adoptées. Le FMI leur propose $1 milliard de prêts, donc de soutien au redressement de l'économie. L'Angola estime que c'est un montant dérisoire et l'Angola décline l'offre. Les discussions se poursuivent, João Lourenço arrive au pouvoir et l'Angola obtient à ce moment $5 milliards pour faire les réformes économiques. En RDC, le président Kabila fait des demandes et n'obtient rien. Lorsque le président Félix Tshisekedi arrive et annonce les mesures qu'il va entreprendre et les entreprend effectivement, il reçoit dans un premier temps $3 milliards et ensuite $2 milliards. Le Congo est en crise depuis 11 ans aujourd'hui. Donc c'est depuis 2014 que nous sommes en négociation avec le FMI. Ce sont les négociations les plus longues de l'histoire avec le FMI. Jamais un pays n'a négocié pendant 11 ans avec le FMI sans rien obtenir. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Quelques miettes. Au total, environ 500 ou 600 millions de dollars. Millions de dollars. L'Angola a obtenu $5 milliards. La RDC a obtenu $5 milliards. Nous avons obtenu au maximum 600 millions de dollars versés au compte-gouttes. Vous comprenez qu'on est là en train de parler d'une incompétence notoire. Et curieusement, ceux qui en sont les auteurs viennent nous annoncer ça comme les plus grandes réussites du siècle. Nous allons passer à notre volet, le temps aussi commence à nous presser. C'est les pensions des retraités congolais. Abordons donc la question. Anatole Koliné-Makosso a rappelé que les problèmes ont commencé en 2015 et d'ajouter que jusqu'en 2021, la situation était beaucoup plus difficile. Et dans le même temps, il n'aborde pas, comme qui dirait, les vrais problèmes, les vraies questions qui fassent. C'est que c'est dans cette même période que le Congo a connu quelques périodes d'embellie financière avec des excédents budgétaires autour de 14 000 milliards qui ont disparu et que les Congolais réclament jusqu'aujourd'hui. Et dans cette même période, puisqu'il a rappelé aussi la pandémie Covid-19, nous savons également que c'est un rapport, je crois, qui avait été rendu public publié, ce que vous payez, qui ressortait que 25 milliards de francs CFA avaient été dilapidés, sinon disparus, dans le circuit des dépenses Covid. Après, nous avons suivi d'autres scandales, voilà. 160 milliards disparus au ministère de la Santé. On a parlé de, voilà, comment on appelle ce fonds qui aide les jeunes. Là-bas aussi, voilà, des malversations à tous les niveaux. Alors, donc, moi, je n'ai pas compris ce que voulait dire réellement Anatole Koliné-Makosso en expliquant aux retraités qu'ils doivent continuer à attendre jusqu'à ce que la situation voilà, financière ou économique du Congo s'améliore pour voilà, reprendre la régularité du paiement des pensions. Et il y a des mots que le Premier ministre a employés pendant cette communication qu'il ne faudrait pas négliger. Il a parlé de la perception, parce que j'ai le souvenir qu'un journaliste lui a dit que vous parlez de croissance, mais la population ne la ressent pas. Les bienfaits dont vous parlez, les populations ne les voient pas. La réponse du Premier ministre a été qu'il s'agissait là d'une question de perception. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas reçu son salaire... Les façons de dire que c'est imaginaire, ce qui était en train d'être dit. Mais je vous disais que vous avez l'impression à les entendre qu'ils n'entendent pas. À les entendre, vous avez l'impression qu'ils n'entendent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Parce que le Premier ministre vous dit que lorsque quelqu'un n'a pas reçu son salaire pendant 90 mois,
ce n'est pas une réalité, c'est une question de perception. Lorsque quelqu'un n'a pas reçu sa pension de retraite pendant plus de 40 mois, le Premier ministre vous dit que ce n'est pas une réalité, c'est une perception. Donc les Congolais vivent, et les Congolais voient l'esprit. Ils vivent dans des illusions. En fait, au bout du compte, vous vous posez la question de savoir, est-ce que le gouvernement n'a pas touché l'esprit? Je ne voudrais pas dire voir, est-ce qu'il n'a pas touché l'esprit? Monsieur Perrin, souvenez-vous de ce que dit le Premier ministre en parlant des sports. Une question lui est posée sur les sports. Et il y a une phrase qu'il lâche. Et là-dessus, je voudrais vous rappeler ce que Freud nous dit du lapsus. Il dit que le lapsus est révélateur. Il révèle ce que vous avez dans le subconscient, mais vous avez construit un discours pour tromper le public, mais à un moment donné, le subconscient prend le dessus et dit la vérité. Et c'est ça le lapsus. Donc, le Premier ministre commet un lapsus. Il dit, dans ce pays où rien ne va, ou si je me souviens bien, il dit, dans ce pays où rien ne marche. Vous retrouverez la phrase quand il parlait du sport. Il dit, dans ce pays où rien ne marche. Les fédérations travaillent en toute liberté, en toute autonomie. Le gouvernement régule. Le gouvernement contrôle, le gouvernement veille. Parce que quand ça ne marche pas, quand il y a des déboires, on attaque difficilement la fédération. On attaque le gouvernement. Ce pays où rien ne marche, le Premier ministre est jugé sur la base des résultats du sport. On partira d'ici, vous direz, oui, vraiment. On n'a même pas pu avoir une participation. Mais c'est le Premier ministre qui va être jugé. C'est le gouvernement qui va être jugé. Donc, il est conscient qu'il n'y a rien qui marche dans ce pays. Ce que je vous disais sur le Failed State Index, qui dit que nous sommes un État failli, nous avons réuni 90% des critères d'un État failli et qu'il ne nous reste plus qu'une façade institutionnelle. Le Premier ministre vient le confirmer avec cette phrase. Dans ce pays où rien ne marche. Ce pays où rien ne marche. La vraie question maintenant, c'est celle de savoir quelle est la réaction des cadres congolais. Quand vous êtes face à tout cela, Donald Trump vous dit que les choses, vous n'êtes plus un État. Le Failed State Index vous dit que vous avez réuni 90% des critères d'un État failli. Donc, comme la Somalie, on s'entend, et la différence avec la Somalie à l'époque, c'est qu'il n'y avait plus personne qui revendiquait la fonction de président de la République, de chef du gouvernement, ainsi de suite. Donc nous, à la différence de la Somalie, c'est que nous avons encore des gens qui revendiquent des fonctions. Mais la réalité a divorcé de ces revendications. La réalité n'est plus au rendez-vous de ces revendications. Donc nous en sommes arrivés à ce niveau, au point où, pour juguler la criminalité dans le pays, qui est un problème réel. Personne n'a jamais nié qu'il n'y avait pas de problème Koulouna ou qu'il n'y avait pas de problème Bébé Noir. Personne n'a jamais nié cela. Tout le monde a reconnu que c'était du grand banditisme, c'était de la criminalité, il fallait lutter contre. Qu'est-ce qui a été fait? De façon arbitraire, le président de la République, donc se séparant de sa fonction, a ordonné que l'on exécute sommairement des individus, quelques-uns tirés de leur sommeil, d'autres tirés des cellules, d'autres encore arrêtés dans des transports et disparus depuis lors. Donc, des crimes contre l'humanité ont été commis au vu et au su de tout le monde. En plein jour, on a ordonné des exécutions sommaires. Alors, quand vous prenez ces choses, la façon dont on a abattu des gens, et on est allé plus loin que d'abattre des individus, on a profané des cadavres. On a profané des cadavres. Donc, on a battu des gens en public, on exposait les cadavres, on interdisait aux familles de faire des veillées, de faire le deuil des disparus, et la suite, on l'ignorait complètement. Quand vous avez cela, vous n'avez plus d'État.
Parce que dans un État, il y a un système judiciaire. Toutes les infractions commises par les personnes, vous avez un code pénal et un code de procédure pénale qui dit comment on les traite. Vous avez le procureur de la République qui est le seul garant de l'ordre public. Tout ce que voudrait faire le président de la République, il donne des instructions au gouvernement, le ministre de la Justice s'en charge et les institutions judiciaires à l'intérieur sont sur le terrain sous la direction du procureur de la République. Donc, vous prenez tout ceci, vous n'avez plus d'État. C'est la situation à laquelle nous renvoie Donald Trump, la conscience patriotique des Congolais. Comment peut-on continuer à vivre dans ces conditions? Je voudrais aborder un autre aspect. Oui, mais pardon, avant que vous abordiez un autre aspect, vous évoquez tout à l'heure cette opération Zéro Kuluna, et d'ailleurs, depuis hier, je crois, l'archevêque de Brazzaville, bienvenu Manamika Bafuakwaou, est revenu sur ses propos, il faut le dire comme ça, parce qu'au début de cette opération, il avait une autre manière de voir les choses, mais là, il est revenu et en demandant, sinon en invitant, bien sûr, le gouvernement congolais à faire, disons, recours, sinon à appliquer la loi, et il dit la vie humaine doit être protégée. On va l'écouter et on revient sur le plateau. Face à ce fléau, je me dois de rappeler avec force que la fin ne justifie jamais les moyens. Si l'État a le devoir régalien de protéger les citoyens et de rétablir l'ordre, oui, je répète, si l'État a le devoir régalien de protéger les citoyens et de rétablir l'ordre, cette mission doit s'accomplir dans le respect absolu de la loi et de la dignité de la personne humaine, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je demande donc humblement aux ordonnateurs de ces missions de privilégier la vie et la réinsertion, car chaque vie humaine est sacrée, même celle qui a erré. Ne répondons pas au mal par un autre mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. Voilà, alors donc à l'opposé de cette déclaration de Monseigneur bienvenu Manamika Bafuakwaou, nous avons le Premier ministre, puisqu'il abordait aussi le volet. Alors, on attendait, parce que je sais de lui qu'il est juriste, on attendait évidemment qu'il parle tout de même de l'application de la loi, comme sont en train de le faire les autres. Mais curieusement, il s'est plutôt illustré à féliciter, disons, ceux qui sont sur le terrain. Moi, je les appelle des milices, des miliciens. Voilà, la vérité, c'est des miliciens. Alors donc, il a félicité ces miliciens, il a félicité l'opération. Et quelque chose de, ce que moi j'ai noté, de très curieux d'ailleurs, c'est lorsqu'il dit nous les encourageons, et d'ailleurs vous savez qu'ils prennent des risques là où ils vont pour rencontrer ces bandits. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, en toute responsabilité, je le dis encore, et saura, s'il y a des réparations à faire, saura faire les réparations civiles nécessaires, mais ce qui compte, c'est que la sécurité revienne. Et c'est ce travail que nous saluons pour le moment. Nous rendons hommage à nos forces de sécurité qui sont sur le terrain, qui s'exposent aussi à ces jeunes déviants. Nous leur témoignons tout notre soutien et en faisant en sorte effectivement que les choses se passent dans de bonnes conditions. Mais nous savons que de tous ces jeunes qui ont été exécutés, qui sont en train d'être exécutés, parce que c'est encore en cours, ça continue, c'est pas encore arrêté. Ces jeunes sont d'abord arrêtés et ils sont inoffensifs. Personne n'a opposé de résistance. Et la plupart de ceux qui sont exécutés, c'est avec des mains ligotées dans le dos, on le voit bien. Jésus. Oh Jésus. 9 mois, maman. Ça rebota. Maman. Oh Jésus. Hey.
Est-ce que par la communication d'Anatole Koliné Makosso, il a voulu, en fait, je ne sais pas, cette communication adressée à qui, c'est quoi la cible? Est-ce que c'est l'étranger pour dire que si on est en train de les exécuter ou de les tuer, c'est parce qu'ils opposeraient une résistance? Ce n'est pas ce que disent les images que vous avez rappelées. Vous mentionnez que ces personnes sont parfois exécutées les mains attachées dans le dos. Donc, elles sont inoffensives. J'avais parlé dans une précédente émission du crime contre l'humanité qui était en train d'être commis parce que dans sa description, le crime contre l'humanité, c'est une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Les Kuluna ont été désignés comme une catégorie de la population et c'est une population civile. Ce n'est pas une population militaire, c'est une population civile. Le corps qui a été désigné pour s'abattre sur les Kuluna, c'est un organisme militaire surentraîné et suréquipé, selon les propres mots du président de la République. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Donc, d'une part, vous avez une population civile, d'autre part, vous avez un organe militaire armé et équipé qui a été envoyé contre cette population civile. Donc, non la pas disproportionnalité même des moyens. Des moyens. Donc, non pas pour les arrêter et les traduire en justice, mais pour les exterminer. Parce que, comment s'appelle l'opération? Elle s'appelle Zéro Kuluna. Donc, c'est une opération d'extermination. Et ici, vous avez tous les critères du crime contre l'humanité. Quand le porte-parole du gouvernement, encore une fois, comme s'il ne nous avait pas entendu précédemment, vient justifier cette opération en brandissant un décret qui lui-même est illégal et en opposant ce décret à la Constitution parce que selon lui, le décret autorise de faire ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait, c'est quoi? On a tué des gens et on a détruit des biens. Que dit la Constitution? La personne humaine est sacrée. Donc, vivante ou morte, la personne humaine est sacrée. Quel que soit ce que vous reprochez à la personne humaine, vous avez une procédure à suivre pour l'amener jusqu'à la condamnation, notamment en vous assurant que cette personne comparaisse devant un juge, une juridiction indépendante et bénéficie des droits de la défense. C'est ce que dit la Constitution que le porte-parole du gouvernement et le Premier ministre ont défendu en 2015. C'est eux qui ont défendu cette Constitution-là. Et c'est ce que dit cette Constitution sur la personne humaine. Elle est sacrée. Donc, vous ne pouvez pas, même morte, la profaner. Que dit cette Constitution sur la propriété privée? Elle dit que la propriété privée doit être protégée par l'État. Et lorsqu'on procède à une expropriation, il faudrait que ce soit en vous assurant que les propriétaires reçoivent une juste indemnisation. Ici, l'État qui est censé protéger la propriété publique et privée plutôt, c'est celui qui est en train de détruire les propriétés des personnes
de façon arbitraire. Donc, il n'y a aucun support légal. On ne sait pas qui prend la décision. Quelle est la forme de cette décision? Est-ce qu'elle est contestable? On n'en sait absolument rien. Et puis, on voit qu'on incendie des maisons. Incendier des maisons, ce sont les méthodes qu'utilisaient les barbares à l'époque. Profaner les cadavres, ce sont les méthodes qu'utilisaient les barbares à l'époque. Et quand je vous disais dans une émission antérieure que la situation actuelle concernant les Kuluna, il ne faut pas se tromper. Il y a la nécessité de lutter contre le grand banditisme, mais ça ne doit pas être une occasion de nous ramener en arrière sur la civilisation. Parce que ce qui se fait, ce n'est pas seulement contre les Kuluna. C'est un assaut, ce sont des attaques contre la civilisation. Nous sortons d'un état, d'une situation de société qui a accepté le procès comme modalité de régulation des conflits sociaux pour aller à une situation où des individus font la justice dans la rue. Donc, il y a des justiciers. Quel que soit le label, quelle que soit l'appellation qu'on puisse avoir, que ça s'appelle DGSP ou que ça s'appelle autrement, personne ne peut se donner le droit d'aller dans la rue distribuer la mort. Et malheureusement, maître, pardon de vous couper comme ça, c'est ce à quoi on est en train d'assister ces derniers jours. On voit comment ces miliciens partent arrêter arbitrairement des jeunes, une foule des jeunes, et quelques jours après, une semaine, 2 semaines par là, on revient devant le public pour dire « nous avons constaté qu'un tel n'est pas Kuluna, celui-là n'est pas Kuluna, même s'il a des tatouages, nous vous le ramenons ». Mais vraiment, des traitements inhumains, il faut le dire comme ça. Et c'est une justice populaire, et ce sont ces miliciens-là qui font cette justice dans un pays qui a une constitution, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et moi, je voulais comprendre aussi avec vous, comment expliquer qu'Anatole Koliné-Makosso, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un juriste, je le sais, juriste, il est juriste, mais comment expliquer cette façon, c'est-à-dire sa façon à lui, de banaliser la violence et le crime? Si vous l'avez bien suivi, et je sais que vous l'avez suivi, quelque part, on lui a posé la question sur les maisons qui étaient en train d'être brûlées, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, brûlées, cassées. Sa réponse, c'est de dire, oui, on verra à la fin, s'il y a eu des erreurs, on va les corriger. C'est trop facile de dire comme ça. Banalisation de la violence et du crime par un juriste. Ce serait un mauvais humour que je vais faire sur votre plateau en disant qu'il a été gentil avec nous parce qu'il aurait pu dire que c'est une perception, que les maisons n'ont pas été rasées, qu'elles n'ont pas été brûlées, qu'on n'a pas tué les gens, que ce n'est qu'une perception et que nous voyons midi à notre porte, pour reprendre ces expressions. Toujours est-il qu'il est nécessaire de rappeler, parce que pour la protection de l'être humain, la protection des droits de l'homme, on n'en fait jamais assez. Donc, je me permets de rappeler ici qu'il y a une compétence universelle sur ces questions et que toute personne, toutes les juridictions des États signataires de cette convention ont compétence pour poursuivre et juger les personnes qui seraient de près ou de loin impliquées dans ce genre de comportement. Ce qui se fait à travers les actions du porte-parole du gouvernement et du Premier ministre qui banalise, vous employez les mots appropriés en l'occurrence, ce qui se fait, c'est l'apologie du crime. C'est une apologie du crime. Les crimes sont commis, des individus qualifiés pour se saisir des informations, qualifiés pour en connaître la teneur. Parce que ici, ce serait en matière de procès presque des circonstances aggravantes. Lorsque vous êtes de la matière, que vous savez ce qui se fait, que vous savez que ce sont des crimes contre l'humanité, vous ne venez pas brandir un décret pour justifier un crime contre l'humanité. Un décret ne peut pas traiter des questions qui portent qui sont du domaine de la loi, parce que la vie et la propriété sont du domaine de la loi.
Donc, si, quel que soit ce qui est écrit dans ce décret, s'il a des dispositions qui permettent de toucher à la personne humaine et de toucher à la propriété, ces aspects-là seront des aspects illégaux à moins qu'il y ait eu délégation législative. Et en la matière, je n'ai pas appris qu'il y ait eu délégation législative. Donc, le décret en lui-même, en donnant des compétences de police judiciaire ou presque à la DGSP, de ce point de vue, il verse dans l'illégalité parce que ces questions sont du domaine de la loi. Mais revenons à l'aspect que je ne voudrais pas qu'on omette dans cette émission, qui pour moi est central. Cet aspect, parce qu'on parlait du bilan, le Premier ministre est venu faire un bilan, mais il est passé à côté de l'essentiel. Comme le président d'ailleurs, quand il nous parlait, quand il nous a fait son discours sur l'état de la nation, il a parlé de tout sauf de la nation. Et le Premier ministre est venu faire un bilan, mais d'une phrase, il a dit que la justice avait été réformée, qu'elle est plus accessible, plus professionnelle. On ne sait pas exactement qu'est-ce que cela signifie. Je reviendrai sur cet aspect, mais d'abord, puisque vous avez évoqué l'archevêque de Brazzaville, je vous parlerai d'un passage de la Bible pour ce peuple à majorité chrétienne. Un passage de la Bible, c'est Ésaïe 32, qui dit que le roi gouvernera selon la justice. Nous sommes dans un pays qui pratique l'apartheid. On nous fait un bilan de la gouvernance de l'État et de la société pendant 5 ans et on ne nous a rien dit sur l'apartheid, parce que c'est ça la justice. Lorsque vous avez un pays dans lequel toutes les fonctions administratives importantes sont attribuées aux ressortissants d'une même région, toutes les fonctions administratives militaires importantes sont attribuées aux ressortissants d'une même région. Donc, vous avez une région qui représente environ 2%, un département du pays où se trouve environ 2 à 5% de la population du Congo, mais les 3/4 des généraux du pays viennent de ce département. On n'a pas appris que l'école Saint-Cyr se trouvait là-bas. D'où vient-il que les généraux, les 3/4 des généraux viennent de là-bas? Aujourd'hui, plus de 75, sinon plus de 80% des officiers qui sont nommés viennent de là-bas. Quelles sont les écoles militaires qu'ils ont là-bas? Dans l'administration civile, la quasi-totalité des directions générales sont contrôlées par les ressortissants du département du président de la République. Et vous avez ce phénomène manifeste, je l'ai déjà cité, au ministère de la Justice. Nous avons 3 cours suprêmes aujourd'hui. Donc, la Cour constitutionnelle, puisque ces décisions sont inattaquables, la Cour suprême l'a bien nommée, pour ne pas dire autre chose, et la Cour des comptes qui a été élevée à ce niveau, elle aussi. Jusqu'au décès du président Apès, tous les magistrats à la tête de ces 3 juridictions sont du département du président de la République, sont originaires de ce département. Le ministre de la Justice est originaire de ce département. Le président de la Cour d'appel de Brazzaville est originaire du même département. Le président du tribunal de grande instance est originaire du même département. Là, on est en train de parler de quoi? De justice. La constitution que nos 2 protagonistes ont défendue en 2015, elle dit que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais à Brazzaville, au Congo, on ne peut pas dire que la justice est rendue au nom du peuple congolais quand la justice est devenue le monopole des ressortissants d'un département. Vous prenez les ambassadeurs, le ministère des Affaires étrangères, c'est un ressortissant du département du président de la République.
La quasi-totalité des ambassadeurs, environ 90% des ambassadeurs sont du même département. Vous faites vous observez au ministère des Finances, c'est la même chose. Et aujourd'hui, il y a le domaine régalien de l'État qu'ils se sont appropriés. Alors, vous avez là un apartheid pratiqué de façon systématique au vu et au su de tout le monde, et on vient vous faire un bilan. On ne vous parle pas de cette justice-là. Où est la justice lorsque, dans un pays, vous divisez la population, vous opposez les uns aux autres de façon consciente et voulue, parce que, et en plus, il y a une programmation de l'avenir dans ce sens-là, parce que la distribution des bourses d'études se fait selon le même critère. La majorité des étudiants qui bénéficient de ces bourses sont du même département. Et j'ai regardé des images très choquantes dernièrement, des élèves à l'école militaire générale Leclerc en train de chanter en patois. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Oui, donc, vous n'imaginez pas que ce soit un mélange de Congolais qui serait là en train de chanter dans le patois d'une ethnie. Et donc, quand je vous parle du système d'apartheid, d'un premier ministre qui vient présenter le bilan et n'aborde pas les progrès réalisés en cette matière, il a rasé les murs. Il a rasé les murs, finalement, il n'a pas présenté un bilan, et je me posais donc la question au début de cette émission, est-ce son bilan à lui, ou le bilan de Denis Sassou Nguesso, puisqu'il prétend que le livre a été écrit par Denis Sassou Nguesso, préfacé par Denis Sassou Nguesso, et c'est lui qui vient présenter, mais là on parle des 12 batailles. 12 batailles, je sais que c'est le programme. Détail-là, s'il vous plaît, M. Perrin, sur ce détail concernant la préface, ça nous renvoie aux incohérences dont je parle depuis le début de cette émission. Un auteur ne peut pas préfacer son propre ouvrage. C'est comme si on vous disait que quelqu'un a fait sa propre autopsie. Vous êtes mort, vous ne pouvez pas faire votre propre autopsie, c'est un autre qui l'a fait. Parce que en matière d'édition, l'auteur a produit l'œuvre, il lâche son œuvre, il la donne au préfacier qui, lui, va s'imprégner de l'œuvre et en faire comme premier observateur pour lui dire ce qu'il pense de ce livre. Exactement. Donc, c'est une étape dans le processus d'édition. Le préfacier va faire comme l'autopsie de l'œuvre. Il va l'examiner et puis il dira au public ce qu'est cette œuvre-là. Qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle apporte, ainsi de suite. Alors ici, on vous dit quelqu'un a fait sa propre autopsie. Quand on vous dit que le président de la République est le préfacier de son œuvre, il a fait sa propre autopsie. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'était aussi un petit, je dis bien un petit, pour être un peu, pour relativiser, un petit mensonge ou voilà, c'est juste toujours dans la logique de distraire, puisque c'est la rhétorique désormais qui compte au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été un petit mensonge? Je réagis comme quand on annonce que les Daltons arrivent. Bien entendu. Alors, Maître Charles Alissé, à Poitiers-Amar, on est presque à la fin. Le temps est à la fin, alors que nous avons au moins 2 volets qui nous restent, mais on va les aborder le plus rapidement possible. La santé, qui fait partie d'ailleurs de ces 12 batailles, c'était la toute première, la santé. Là également, Anatole Koliné-Makosso pense que c'est positif. Alors, après, nous avons reçu sur ce même plateau un invité qui avait son enfant à l'hôpital, Adolphe Cissé, où l'hôpital ne pouvait pas pratiquer les examens médicaux en dehors de la goutte d'épaisse. Et donc, dans tout l'hôpital, il n'y a pas de laboratoire, pas des réactifs, comme on les appelle, pour faire les autres examens. Il faut aller les faire à l'extérieur, comme dans d'autres cliniques privées, etc. Nous avons vu également aussi les images des malades quand on sortait des salles de l'hôpital, et par terre d'ailleurs, on les a vus dehors sous prétexte qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Dans ces mêmes hôpitaux, on nous parle d'un personnel
de santé qui accusent plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire. Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC. Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales, FENASAS. Confédération syndicale congolaise, CFC. Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales, FESITRASAS. La reprise du mouvement de grève. Après la suspension de la grève déclenchée par l'intersyndicale fédérale FENASAS, FESITRASAS, le 15 décembre 2025, réunis en assemblée générale extraordinaire des sections syndicales des structures de santé de Brazzaville en date du 23 décembre 2025, constatant qu'aucune avancée significative n'a été proposée par le ministre de la Santé et de la Population, le mépris du gouvernement vis-à-vis des professionnels de santé, nous vous informons de la reprise du mouvement de grève illimité avec service minimum sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 24 décembre 2025 à 7 h, jusqu'au paiement intégral des salaires en cours et de la signature d'un protocole d'accord tripartite entre le ministre de la Santé et de la Population, le ministre en charge des Finances et l'intersyndicale fédérale FENASAS, FESITRASAS, aux fins de l'appurement des arriérés, fait à Brazzaville le 23 décembre 2025. Les grèves que nous avons portent sur le salaire. Et la raison, nous vous l'avons évoquée. Depuis 2014-2015, le Congo traversait une période, une situation très difficile, avec un endettement lourd. On aurait pu faire comme par l'époque et on pensait qu'on avait un pacte social de fait qui devrait amener les forces syndicales et le gouvernement de privilégier toujours le dialogue, de faire preuve de patience jusqu'à ce que nous puissions sortir de cette impasse. Il arrive que ça marche, il arrive que les partenaires sociaux se sentent désabusés et rompent cette entente tacite, ce pacte tacite, recourt tout de suite à la grève parce que pensant s'en servir comme moyen d'intimidation. Ça ne marche pas comme moyen d'intimidation. Pourquoi? Parce que le problème qui fait déclencher la grève n'est pas du fait de la mauvaise volonté des autorités. C'est du fait d'une difficulté que le gouvernement arrive à surmonter, mais difficilement. C'est pour cette raison que nous continuons à implorer nos partenaires sociaux que lorsqu'on a compris la situation réelle du pays, nous avons intérêt à nous entendre et à nous faire confiance pour que nous ne soyons plus obligés d'avoir tout le temps des interruptions des relations de travail, des suspensions des relations de travail. Les hôpitaux généraux, c'est pareil. Il y a des arriérés, oui, des longs mois, mais c'est le même contrat moral qui a été conclu avec nos acteurs des services médicaux. Pour Anatole Koliné-Makosso, c'est positif parce que le gouvernement congolais a construit des infrastructures hospitalières. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je signale au passage que lui-même ne se soigne pas au Congo. Oui, ça me rappelle simplement son lapsus. Il a dit dans ce pays où rien ne marche. C'est ce qu'il faut retenir, il a dit. Et donc, ce qu'il était en train de faire là, c'était des acrobaties, si je peux me le permettre comme ça. On va terminer par le dernier volet qui porte sur le congrès du Parti congolais du travail qui pointe à l'horizon. Alors, quel intérêt pour un tel congrès qui va encore engloutir l'argent du contribuable congolais? Après, nous dirons, oui, ils ont des cotisations qu'ils font, les membres du Parti congolais du travail. Non, je sais qu'ils puisent l'argent dans les caisses de l'État. Et à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'argent de l'exportation du bois congolais n'est jamais arrivé au trésor public. C'est une information que je vous donne comme ça, mais encore au conditionnel. Et c'est un député qui me le disait, que cet argent va dans les caisses du Parti congolais du travail, ce qui fait fonctionner le Parti congolais du travail. Le jour où il a posé la question à l'Assemblée, à 22 h, il avait été rappelé à l'ordre. Voilà, alors, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, le congrès du Parti congolais du travail qui pointe à l'horizon lorsqu'on sait déjà que le candidat naturel, c'est eux qui l'ont dit, j'ai entendu dire ça par
Isidore Mfouba, le candidat naturel, c'est Denis Sassou Nguesso, et très probablement, mais je veux dire certainement, il sera encore reconduit président du comité central. Quel intérêt pour un tel congrès? Avant de parler du congrès, j'ajouterai quelque chose sur mes propos concernant l'institution judiciaire. J'ai mentionné l'apartheid qui est pratiqué à ce niveau-là, et je ne voudrais pas que cela mette en cause les compétences des personnes qui occupent ces fonctions. Et simplement que la pratique en elle-même a pour conséquence... En fait, vous voulez parler de la répartition des postes, en fait. Oui, la répartition. Et donc, cette façon de pratiquer l'apartheid à ce niveau jette l'opprobre sur la probité et la compétence des magistrats. Parce que ces personnes, aussi qualifiées qu'elles puissent être, dès lors qu'elles appartiennent toutes, elles sont toutes originaires du département du président de la République, cela jette un soupçon sur la compétence des individus, fondé ou mal fondé, mais ça jette un soupçon sur la compétence des individus. Mais la conséquence la plus grave de cela, c'est que ça produit de façon systématique le déni de justice. Ça produit des décisions qui ne sont pas acceptables. Parce que quand vous êtes à l'intérieur du Congo, vous considérez que les décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel, par un tribunal de grande instance ou par la Cour suprême, vous considérez que ce sont des décisions de justice et vous arrivez à les exécuter au Congo. Mais vous prenez l'une quelconque de ces décisions, vous l'emmenez à l'étranger, elle ne pourra pas être exécutée dès lors qu'on aura établi que le Congo n'a pas de système judiciaire, que son système est défectueux, parce que les magistrats n'ont pas l'indépendance fonctionnelle et intellectuelle, puisqu'ils sont recrutés sur la base d'un critère subjectif, et donc, acceptant ce recrutement ou ces nominations subjectives, ils compromettent leur indépendance. Il s'est passé entre l'Équateur et la société Chevron à l'époque une affaire judiciaire qui a mené à une saga d'une vingtaine d'années, où l'Équateur, la Cour suprême de l'Équateur, après toute cette longue procédure, finit par condamner Chevron à payer 9 milliards de dollars aux populations d'une région où il y avait eu un crime environnemental. La décision est amenée aux États-Unis pour être exécutée contre Chevron. Et Chevron saisit les juridictions américaines pour dire « mais ce n'est pas une décision de justice ». Parce que l'Équateur n'a pas de système judiciaire, leur système judiciaire est corrompu. Voici les conditions dans lesquelles les magistrats sont nommés, voici les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et donc, ce que nous appelons aux États-Unis décision de justice qui émane d'un système irréprochable, ils n'ont pas ça en Équateur. Si bien que si nous étions aux États-Unis, il n'était pas possible d'arriver à cette décision. Venant d'un pays qui n'a pas de système judiciaire respectable ou correspondant aux standards internationaux, la décision ne peut pas être exécutée aux États-Unis. Cette défense de Chevron a été validée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a reconnu qu'on ne pouvait pas exécuter là-bas une décision venant d'un système judiciaire défectueux. Donc, ce qui se fait au Congo a pour conséquence que les décisions rendues par nos magistrats au Congo dans les circonstances que je viens de décrire, de recrutement et de nomination, fait que nos décisions à l'étranger risquent énormément de ne jamais être exécutées. Et le Congo, de ce point de vue, entre une fois de plus dans la catégorie de ce que l'on appelle les failed states, les États en faillite. Revenons au PCT. Donc, sur la question du congrès, bien sûr, du Parti congolais du travail. Quel intérêt pour ce congrès? Oui, l'intérêt pour ce congrès, c'est d'abord pour nos compatriotes qui sont membres de ce parti.
parce que, qu'on le veuille ou pas, à tort ou à raison, ils ont fait le choix politique d'adhérer à ce parti politique. Alors, il faudrait respecter le choix qu'ils ont fait en liberté et en conscience. Et dès lors que ce parti exerce d'une certaine façon le pouvoir dans le pays, parce qu'il y a eu une dichotomie entre le président du PCT, donc le président de la République, et le PCT lui-même, on va en venir, mais le choix effectué par nos compatriotes fait qu'on puisse avoir avec eux le dialogue républicain, le dialogue politique, mais républicain. Pourquoi je parle de ce dialogue républicain? Parce que nos compatriotes membres du PCT doivent connaître l'histoire de leur parti et connaître le cheminement idéologique, matériel, politique de leur parti. À ses origines, le PCT n'était pas un parti politique. C'était une organisation. D'abord, il faut rappeler que le nom PCT relève d'une paresse intellectuelle parce que c'est un emprunt. Le PCT, c'est le Parti coréen du travail. Donc, c'est le parti de la Corée du Nord. Et lorsque le Congo choisit d'aller dans le marxisme, ils font un raccourci intellectuel, ils prennent cet acronyme, ils changent le C signifiant coréen, ils mettent congolais. Donc, ça, c'est l'origine de l'appellation PCT. Évidemment, empruntant à un parti marxiste, ils ont emprunté les pratiques du marxisme. Ils se sont d'abord assumés comme un parti marxiste et ils l'ont pratiqué jusqu'à une certaine époque. Alors, dès la création du PCT, ils se sont emparés de l'État. Ils ont dit que le parti dirigeait l'État et ils se sont mis au-dessus de l'État. Ils ont supprimé les libertés publiques, nous ne pouvions plus manifester, il n'y avait plus d'élections libres et transparentes, ils ont arrêté le multipartisme. Et ça, c'est un acte de vandalisme, c'était du banditisme politique qui avait été perpétré à l'époque. Je ne reviens pas sur cette histoire parce que nombreux de nos aînés ont fait ce travail à la conférence nationale. Ils ont dit ce que c'était et parmi eux, la majorité venait de ce parti. Donc, les gens qui ont parlé du PCT à la conférence nationale, c'était des connaisseurs. Ils avaient vécu le PCT, ils l'avaient pratiqué. Et ils nous ont dit ce que c'était. À partir de 1991, à la conférence nationale, le PCT va essayer de devenir un parti politique. Donc, ne plus employer la violence pour s'emparer des fonctions d'État. Ils vont participer à une élection libre et transparente au sein de la conférence nationale pour élire le Premier ministre. Leur candidat avait perdu l'élection. Ils participent à l'élection de 1992. Leur candidat a perdu l'élection. Ils ont participé aux élections législatives et municipales. Ils ont perdu toutes ces élections. Les législatives, ils ont contesté les résultats, ce qui était un bon comportement de parti politique. Le président Lissouba, à l'époque, a joué le jeu. Il a accepté de reprendre l'élection. L'élection a été reprise, ils ont encore perdu. Alors, en 1997, plutôt que d'aller aux élections, ils ont fait la même chose qu'ils avaient faite en décembre 68. Ils ont fait recours à la force de nouveau. Et depuis lors, ils se maintiennent au pouvoir par la force parce qu'ils ont fait un coup d'État. Ils ont été chassés du pouvoir. Le président Sassou a été chassé par les urnes. Il est revenu par la guerre et il se maintient par la force. Alors, s'ils tiennent un congrès, c'est l'occasion pour eux de se penser en tant que parti politique parce que le parti politique doit prendre ses distances d'avec la violence. Le parti politique n'emploie pas la violence comme mode ni d'accès au pouvoir, ni d'exercice du pouvoir, ni de sa dévolution. Et la logique qu'ils avaient à l'époque du pouvoir qui se trouverait au bout du fusil, parce que c'est eux qui sont venus dire aux Congolais que le pouvoir se trouvait au bout du fusil. Et ce parti doit s'éloigner de cela. Ils nous ont annoncé
avoir renoncé au marxisme-léninisme en tant qu'idéologie. Curieusement, ils ont gardé le drapeau qui symbolisait cette idéologie, le drapeau rouge. Et ce drapeau rouge, pour les Congolais, c'est un peu comme le drapeau des nazis en Allemagne. Parce que lorsqu'on a fait la dénazification, ceux qui avaient reconnu avoir été induits en erreur par le système nazi ne se sont plus jamais reconnus par l'emblème de la croix gammée. Vous ne pouvez pas, après qu'il y ait eu la conférence nationale, qu'on ait dressé le bilan de tout le mal que le parti avait fait au pays. Ce parti a éradiqué la grande quantité des cadres congolais des indépendances. Nombreux des cadres ont été éliminés pendant cette période-là. Ce parti est allé jusqu'à inventer une chose qui est très grave pour la société, ça veut dire le faux procès. Et le faux procès, c'est quoi? C'est la fabrication de la vérité, parce que le procès est l'instance de production de la vérité. Lorsque vous faites un faux procès, ça veut dire qu'en votre âme et conscience, volontairement, vous choisissez de fabriquer la vérité. Lorsqu'on dit que le soleil se lève à l'est, vous décidez de dire qu'il se lève au sud. C'est ça ce que ce parti a fait dans ce pays, la fabrication de faux procès. Et donc aujourd'hui, ils partent au Congrès, c'est l'occasion pour nous de dire à nos compatriotes, regardez-vous dans le miroir, regardez ce que votre parti a fait au pays et regardez le bien que vous pouvez faire au pays. Ils sont un certain nombre là-bas, il y a encore des cadres de qualité au sein du parti, ils peuvent aider le pays à sortir de la situation puisque c'est eux qui chaque fois choisissent le président Sassou Nguesso comme leur candidat, quand bien même il n'est jamais le candidat du PCT. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez. Le parti le choisit, mais lui se présente toujours sous le label de l'éléphant. Le président Sassou est toujours candidat sous le label de l'éléphant. Lui, il n'est jamais candidat sous le drapeau rouge. Vous comprenez cette nuance? C'est paradoxal. C'est donc une question que ce parti doit résoudre. En fait, comment expliquer ça? Il est président du comité central, donc supposé être le président du PCT, mais dans le même temps, il a un logo à lui, voilà, qu'elle se présente avec. Mais ça s'explique par les événements que je venais de mentionner. Le Parti congolais du travail a perdu toutes les élections de 91 à 97. Le président Sassou Nguesso était le mieux informé sur cette question et il savait que sous le label de ce parti, il ne peut pas rassembler les Congolais parce que les Congolais étaient sortis de la conférence nationale où on leur avait raconté tout ce que ce parti avait fait, comment il avait détruit l'économie, comment il avait déstructuré l'État, comment il avait éliminé beaucoup de cadres du pays. Donc les Congolais conscients de cela connaissaient l'histoire du pays et l'histoire du parti plutôt. Alors, le président Sassou, conscient du rejet du Congo, du rejet du PCT par les Congolais, ne s'est jamais présenté depuis 1997 aux urnes devant les Congolais avec le label du PCT. Regardez l'histoire des élections de 2002 à nos jours, jamais le président Sassou Nguesso s'est présenté en tant que candidat du PCT avec le drapeau rouge dont je venais de parler. Il se présente toujours avec l'emblème, le logo de l'éléphant. Mais ça s'apparente finalement à une escroquerie politique, alors. C'est le cas de le dire, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nos compatriotes qui sont au parti doivent s'interroger sur est-ce qu'il s'agit d'un parti réellement ou ce n'est qu'une agglomération d'intérêts d'individus qui ont compris la nécessité d'accompagner le président Sassou Nguesso. Ça ressemblerait à un pacte noir entre eux. L'un dit « je me sers du parti »,
les autres disent, OK, tu te sers du parti et nous t'accompagnons, quand bien même le fonctionnement ne correspond pas au fonctionnement d'un parti. Le doyen Mierassa en parle tout le temps devant vous quand il dit que c'est un parti qui ne respecte aucune règle. Parce que s'il se comportait comme un parti, il ne peut pas élire comme président quelqu'un qui devient président de la République et ensuite, pendant toute la durée du mandat, il n'y a pas de président. Le président se trouve dans une situation d'incompatibilité, mais au sein du parti, ça ne dérange personne. Vous regardez les autres partis en Afrique, vous prenez le cas du Sénégal en son temps, on parlera de l'Angola pour prendre un pays proche de nous. J'allais vous parler du Sénégal parce qu'il y avait un parti socialiste là-bas, mais ici aussi, il y avait un parti socialiste. Mais quand il en Angola plutôt, quand il y en avait au Sénégal, sous le président Abdou Diouf, il n'était pas le patron du parti. Et en Angola, Dos Santos n'était pas le président du parti lorsqu'ils sont entrés dans le multipartisme. Et donc, on désigne d'autres responsables qui dirigent le parti et le parti soutient un candidat. Tant que vous n'opérez pas cette séparation entre la fonction de président de la République et la fonction de président du parti, le parti n'acquiert pas son autonomie et le parti est fragile devant le président de la République. Il faut arriver à cette césure qui fera que le président de la République respectera le parti et le parti retrouvera toute sa puissance de fonctionnement. Or, dès l'instant où vous avez des vases communicants, le parti est financé par l'État. Donc, il y a là un pacte corruptif. Le parti est financé par l'État. Les dirigeants du parti sont rémunérés au même niveau que les ministres du gouvernement. Le parti n'a donc pas ses ressources propres, mais les dirigeants reçoivent un financement qui est un financement occulte. À partir de ce moment, se crée la difficulté pour ce parti-là de fonctionner correctement. Or, nous devons aller vers une démocratie saine. Donc, les règles de financement des partis politiques qui sont inscrites dans la Constitution, celle qui a été défendue en 2015 par nos protagonistes, ces règles de financement doivent être respectées pour que le financement du PCT ne soit plus un financement occulte, qu'il soit un financement transparent et que les dirigeants du PCT puissent prendre leur distance avec l'État pour se comporter comme tous les autres partis. Mais là, ils entretiennent une relation incestueuse avec l'État et il y a ce pacte corruptif entre les partis. Bien, il y a des Congolais qui aiment appeler ce parti, en fait, pour eux, c'est une organisation criminelle. Ça, c'est moi qui dis, hein, et ça n'engage que moi. Après, on comprend très bien comment ça fonctionne. Un parti qui utilise les moyens de l'État, avec une tête à la tête, on ne comprend même pas si réellement c'est lui le président de ce parti ou il est président de son parti avec l'éléphant. C'est le RMP, je crois qu'on appelait ça comme ça, Rassemblement du mouvement présidentiel, la mouvance présidentielle. C'est ce qu'il allait créer entre-temps. Mais bref, on va terminer, il nous reste 1 minute et c'est vraiment votre réponse devrait être contenue dans cette minute. C'est pour parler du chemin de fer Congo-Océan. Autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Et là, Anatole Koliné-Makossoé est passé pieds joints. Les cheminots accusent aujourd'hui plus de 40 mois d'arriérés de salaire. Est-ce qu'on peut parler de simple oubli ou, comme qui dirait, voilà, une omission volontaire? Il y a, je prendrai la deuxième expression, l'omission volontaire, parce que le chef du gouvernement est au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Tous les départements ministériels sont reliés à sa personne, donc il ne peut pas ignorer cette information. Vu qu'il nous reste plus qu'1 minute, je voulais dire qu'avec tout ce que nous avons échangé, tout ce sur quoi on a échangé sur ce plateau, nos compatriotes devraient prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Et cette situation ne justifie pas d'attendre quoi que ce soit, parce que j'entends de plus en plus de personnes dire attendre l'élection de 2026 et qu'ils iront voter, quoi qu'il se passe en 2026. Il y aura, s'il y a tricherie telle que tout le monde le sait et à quoi tout le monde s'y attend. S'il y a cette tricherie, le seul moyen de conjurer la situation sera un soulèvement populaire. Ça sera la seule solution. Mais dès lors qu'on sait que cette solution est la seule valable pour redresser le pays, puisque le coup d'État n'est pas une solution envisageable, en tout cas, moi je ne l'envisage pas parce que c'est une solution de violence avec plus de conséquences que d'avantages. Donc le soulèvement sera la seule solution possible. Et cette solution de soulèvement, il n'y a aucune raison d'attendre 2026 pour y arriver. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les Congolais puissent se défaire du président de la République. Il n'y a plus de services publics qui marchent dans tout le pays. L'État a été complètement déstructuré. Nous vivons une situation d'apartheid. Les Congolais sont divisés, opposés les uns aux autres. La communauté internationale nous pointe du doigt. L'Amérique montre l'exemple. Le Fed State Index nous montre que l'État n'existe plus. On réunit plus de 90% des critères de faillite d'un État. Les agences de notation nous ont dit que le Congo est revenu sur le marché financier avec la note de triple C. Après ça, c'est la faillite. Donc, nous avons une société à redresser. Le monde est en train d'évoluer et le monde ne nous attendra pas. Nous parlons aujourd'hui des nanotechnologies, nous parlons aujourd'hui des nanomatières, ce nouveau continent. On parle aujourd'hui de métaverse, de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte où vous avez des pays qui progressent, la Chine a fait dernièrement un excédent de 1000 milliards de dollars. Un excédent de 1000 milliards de dollars. Pendant que certains pays sont dans cette situation d'excédent, nous sommes dans le déficit chronique. Nous avons une dette chronique. Nous n'avons plus de capacité de financement. Le budget de l'État, qui était à presque 4 000 milliards de francs CFA en 2014, aujourd'hui peine à dépasser les 2500 milliards. Ça veut dire que depuis presque 11 ans, il y a plus de 1500 milliards qui manquent à l'appel dans le budget de l'État. Le gouvernement qui est là est un gouvernement qui attend qu'il y ait une guerre quelque part dans le monde pour que le prix du baril puisse augmenter. C'est la seule solution économique qu'ils ont. En dehors d'espérer le malheur des autres peuples, ils n'ont aucune autre solution. Et quand on leur parle de chômage, ils envoient la DGSP. Mais on ne tue pas le chômage avec les balles. On ne tue pas la misère avec les balles. Donc les Congolais sont au chômage, attendent des emplois, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que mon discours reste constant. Nous devons faire partir M. Sassou Nguesso. On ne doit pas lui laisser le choix. Nous devons le faire partir et toutes les conditions sont réunies. Il faut faire partir Denis Sassou Nguesso. Toutes les conditions sont réunies. Nous parlions d'ailleurs sur cette même chaîne du surendettement chronique du Congo. Et c'est grave. C'est grave. Et curieusement, malgré tous les éléments qu'on venait de donner là, Anatole Koliné-Makosso pense que le bilan est positif. On va donc se quitter sur cet élément où Denis Sassou Nguesso répondait à un étudiant congolais en Russie, où il disait, puisqu'on lui posait le problème des passeports, des bourses qui ne sont plus payées, voilà, sa réponse était de dire, ce n'est pas que vous, voilà, même au pays, vos parents, lorsqu'il arrive des fins du mois, je n'ai plus sommeil. Ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'a déclaré. Et Anatole Koliné-Makosso vient nous faire comprendre le contraire, que tout va bien. Merci et on se retrouve très prochainement. Vous avez connaissance des problèmes auxquels est confrontée la communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants
et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons de notre engagement à suivre notre formation afin de mettre à la disposition de notre pays qui fournit tant d'efforts pour notre évaluation. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, le retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième.